Résidence fiscale marocaine. Êtes-vous vraiment non-résident? C'est la question à 1 million de dirhams que des milliers de Marocains résidant à l'étranger se posent chaque jour. Vous travaillez en France, vous avez un appartement à Paris, vous payez vos impôts là-bas, donc vous êtes non-résident fiscal au Maroc, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le test de réalité de la DGI. Nous verrons ensemble comment l'administration fiscale marocaine analyse vraiment votre situation, quels sont les mythes qui circulent et surtout quels sont les risques si vous vous trompez. Parce que croyez-moi, l'erreur peut vous coûter très cher. Rappel d'impôt sur plusieurs années, pénalité allant jusqu'à 200% et dans certains cas, des accusations de mauvaise foi. Alors installez-vous confortablement, cette vidéo pourrait vous éviter de très mauvaises surprises. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il y a un avertissement crucial que vous devez connaître. Cette présentation propose une analyse générale des critères de résidence fiscale au Maroc. Elle ne remplace en aucun cas une consultation juridique personnalisée. Pourquoi est-ce si important de le préciser? Parce que chaque situation est unique. Votre profil personnel, votre configuration familiale, vos activités professionnelles, vos investissements, tous ces éléments s'entremêlent pour créer une situation fiscale qui vous est propre. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les principes généraux que la DGI applique, les erreurs les plus fréquentes et les logiques de raisonnement de l'administration fiscale. Mais voici mon conseil le plus important. Si après cette vidéo vous avez le moindre doute sur votre statut, si vous vous retrouvez dans l'une des situations à risque que nous allons explorer, alors la consultation d'un fiscaliste spécialisé en droit fiscal international est impérative. C'est un investissement qui peut vous faire économiser des dizaines, voire des centaines de milliers de dirhams. Maintenant que c'est clair, laissez-moi vous raconter l'histoire de Karim, une histoire malheureusement très courante. Karim, 45 ans, travaille en France depuis 15 ans. Il a un CDI français, un appartement à Lyon, un compte bancaire français et paie religieusement ses impôts en France chaque année. Pendant ce temps, sa femme et ses 3 enfants vivent à Marrakech dans une maison qu'il a achetée. Il leur rend visite tous les 2 mois, environ 10 à 15 jours à chaque fois. Karim est absolument convaincu d'être non-résident fiscal marocain. Dans sa tête, c'est logique. Il travaille en France, il est imposé en France, il vit en France la majorité de l'année, tout semble clair. Puis arrive le contrôle fiscal, et là, c'est la douche froide. La DGI le déclare résident fiscal marocain. Résultat, rappel d'impôt sur plusieurs années, pénalité et une incompréhension totale. Mais comment est-ce possible? Se demande Karim, complètement dépassé. La réponse à cette question, c'est tout l'objet de cette vidéo. Et attendez, ça devient encore plus fou. Alors qu'est-ce qui a manqué à Karim? Il a fait l'erreur fondamentale que des milliers de personnes font chaque année. Voyons ça ensemble. Voici le principe fondamental que vous devez absolument comprendre. Être non-résident fiscal n'est ni un choix, ni un statut qu'on s'attribue soi-même. C'est une situation de fait que l'administration fiscale analyse et constate. Imaginez un iceberg. La partie visible, celle que vous voyez, ce sont vos déclarations fiscales, votre adresse à l'étranger, vos affirmations verbales. Ça représente 20% de la réalité. Mais la partie immergée, les 80% cachés sous l'eau, c'est ce que la DGI analyse réellement. Le lieu de vie de votre famille, la localisation de vos biens immobiliers, la fréquence de vos visites, votre centre de vie réel. L'illusion, c'est de croire que le déclaratif suffit. La réalité, c'est que la DGI cherche votre domicile principal, là où vous vivez réellement, là où votre famille habite, là où vous revenez régulièrement. Et c'est cette analyse factuelle qui détermine votre résidence fiscale. Maintenant, explorons les mythes les plus répandus qui conduisent à ces mauvaises surprises. Premier mythe. J'ai une adresse à l'étranger, donc je suis sauf. Beaucoup pensent qu'avoir loué un appartement à Dubaï, Paris ou Madrid suffit à prouver leur non-résidence. Erreur. Une adresse administrative ne suffit pas. La DGI cherche le domicile principal. Où vit la famille, où sont scolarisés les enfants, où vous revenez régulièrement. Deuxième mythe. Je suis au Maroc moins de 183 jours par an. Attention, la règle des 183 jours n'est qu'un critère parmi d'autres, pas une formule magique. Ce n'est pas un calcul mécanique. La DGI applique une logique globale. Même avec moins de 6 mois au Maroc, si votre famille y vit, si vos biens sont au Maroc, si vos revenus principaux viennent du Maroc, vous pouvez quand même être considéré comme résident fiscal marocain. Le foyer d'habitation permanent au Maroc peut suffire à lui seul. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres mythes encore plus dangereux. Troisième mythe. Mon salaire est versé à l'étranger. Le lieu de paiement du salaire n'a aucun lien avec la résidence fiscale. Ce sont deux choses totalement distinctes. Ce qui compte, c'est où vous exercez réellement votre activité et où se situe le centre de vos intérêts économiques. Quatrième mythe. J'ai une carte de séjour étrangère.
Une carte de séjour est un document administratif d'un autre pays. Elle n'a aucune valeur fiscale automatique au Maroc. La DGI applique ses propres critères indépendamment des documents étrangers. Cinquième mythe, je n'ai pas de revenus marocains. Si vous êtes résident fiscal marocain, vous devez l'impôt sur vos revenus mondiaux, qu'ils proviennent du Maroc ou d'ailleurs. L'absence de revenus marocains ne fait pas de vous un non-résident. C'est votre statut de résident qui détermine l'étendue de votre obligation fiscale, pas l'origine de vos revenus. Alors comment la DGI analyse-t-elle vraiment votre situation? Découvrons les 4 piliers de l'analyse. La DGI ne raisonne pas avec une simple checklist. Elle analyse votre situation selon 4 grands piliers, ce qu'on appelle l'analyse centre de vie. Ces 4 piliers forment un tout cohérent. Premier pilier, la présence physique effective. Où passez-vous réellement votre temps? Quels sont vos séjours réels, leur fréquence et leur durée cumulée? Deuxième pilier, le centre des intérêts économiques. D'où sont générés vos revenus principaux? Où sont vos investissements? Où exercez-vous vos activités professionnelles? Troisième pilier, le centre des intérêts familiaux. C'est souvent le critère majeur. Où vit votre famille proche? Où réside votre conjoint? Où sont scolarisés vos enfants? Où est votre vie sociale? Quatrième pilier, la cohérence globale. La DGI analyse l'ensemble des éléments pour déterminer la réalité de vos attaches au Maroc. Elle pèse tous ces facteurs ensemble, comme une balance qui penche d'un côté ou de l'autre. Mais voici le pilier que presque personne ne connaît. Entrons maintenant dans le détail de chaque pilier, en commençant par le premier. La question centrale. Où passez-vous la majorité de votre temps réellement? Et attention, ce n'est pas simplement un comptage de jours. L'inspecteur de la DGI regarde 3 éléments clés. D'abord, la durée cumulée. Pas seulement les séjours consécutifs, mais le total dans l'année. Ensuite, la régularité des séjours. Des allers-retours fréquents pèsent lourd dans la balance, même s'ils sont courts. C'est le grand mythe des additionnètes de cons. Pensez qu'on peut segmenter ces séjours pour échapper à l'analyse. Enfin, la fréquence. Où sont vos vrais noms, pas simplement où vous comptez des nuitées. Un exemple concret. Des séjours fragmentés de week-ends et vacances qui s'additionnent peuvent suffire à établir une présence effective. Si vous revenez chaque mois au Maroc pour 10 jours, ça fait 120 jours par an. C'est significatif aux yeux de la DGI, surtout combiné aux autres critères. La régularité compte autant que la durée. Mais la présence physique n'est qu'un début. Passons aux 2 piliers suivants, tout aussi décisifs. Le deuxième pilier, c'est l'argent, les intérêts économiques. D'où vient l'essentiel de vos revenus? Où sont vos biens immobiliers et vos investissements? Si vos revenus principaux sont générés ou liés au Maroc, c'est un indicateur fort de résidence fiscale, même si vous voyagez beaucoup. Le troisième pilier, et c'est souvent le plus déterminant, les intérêts familiaux. 3 questions simples mais redoutables. Où vit votre conjoint? Où sont scolarisés vos enfants? Où est le logement principal de votre famille? Et voici le message critique que vous devez retenir. Si votre femme et vos enfants sont au Maroc, le centre de vie est présumé être au Maroc. C'est le facteur décisif dans la majorité des cas. Vous pouvez travailler à l'étranger, avoir un appartement à l'étranger, mais si votre famille vit au Maroc de façon permanente, la DGI considérera très probablement que votre vie est centrée au Maroc. Et maintenant, le pilier qui lie tout ensemble, la cohérence globale. Voici le principe fondamental. La DGI ne coche pas des cases, elle pèse les éléments. Imaginez une balance à l'ancienne. D'un côté, vous avez 160 jours au Maroc, moins de 183 jours, ça penche vers la non-résidence. Mais de l'autre côté, vous ajoutez femme et enfants au Maroc toute l'année, puis villa à Casablanca, puis revenu locatif marocain, la balance bascule complètement. La DGI ne dit pas « il faut 3 critères sur 5 pour être résident », elle analyse l'ensemble des faits et détermine où se situe le centre de votre vie. Même si 1 ou 2 critères penchent pour la non-résidence, si la majorité des éléments indiquent que votre vie est au Maroc, vous serez considéré comme résident fiscal. C'est une analyse qualitative, pas quantitative. Le poids de chaque critère varie selon votre situation. Et le critère familial a souvent le poids le plus lourd sur la balance. Ce prochain cas va vous surprendre. Pour bien comprendre, rien de mieux que des cas concrets. Commençons avec Ahmed, le MRE qui revient souvent. Ahmed, 45 ans, travaille en France depuis 15 ans avec un CDI. Il a un appartement à Lyon, paye ses impôts en France. Situation économique, revenu français. Mais voici le détail crucial. Sa femme et ses 3 enfants vivent à Marrakech dans une maison qu'il a achetée. Il revient tous les 2 mois pour 10 à 15 jours, soit environ 60 à 70 jours par an au Maroc. Analysons avec les 4 piliers. Présence physique, faible au Maroc. Intérêt économique, revenu français. Jusque-là, ça semble pencher vers la non-résidence. Mais intérêts familiaux, fort au Maroc. Maison familiale, épouse et enfants résidents permanents.
C'est le facteur décisif. Conclusion probable de la DGI, résident fiscal marocain. Le centre des intérêts familiaux l'emporte. Ahmed doit déclarer ses revenus mondiaux au Maroc et bénéficier des conventions fiscales franco-marocaines pour éviter la double imposition. C'est exactement le cas de notre Karim du début de la vidéo. Voyons maintenant un cas complètement différent. Sophia, la nomade digitale. Sophia, 38 ans, consultante freelance pour des clients européens. Elle voyage 10 mois par an à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Elle garde un petit appartement à Rabat où elle passe 2 mois en été. Elle est célibataire, sans enfant. Analysons. Présence physique, très faible au Maroc, seulement 60 jours par an. Intérêt économique, revenus internationaux, aucun revenu marocain, pas d'activité au Maroc. Intérêts familiaux, aucun ancrage familial, pas de conjoint ni d'enfant au Maroc. Cohérence globale, aucun critère déterminant ne la rattache au Maroc. Conclusion probable, non résidente fiscale marocaine. Sophia est imposable uniquement sur ses éventuels revenus de source marocaine. Dans son cas, tous les indicateurs convergent vers la non-résidence. C'est le cas le plus clair de non-résident. La différence avec Ahmed? L'absence totale d'attache familiale et personnelle forte au Maroc. Maintenant, intéressons-nous à un cas plus complexe, une zone grise. Jean-Pierre, le retraité binational. Jean-Pierre, 68 ans, franco-marocain retraité. Il touche une pension française versée sur un compte en France. Il passe 5 mois par an au Maroc, de novembre à mars, dans sa villa à Agadir, et 7 mois en France. Il est célibataire, sans enfant. Analysons. Présence physique. Significative au Maroc, environ 150 jours par an. Intérêt économique, pension française, mais il possède une villa au Maroc. Intérêts familiaux, neutre, pas de famille proche dans aucun des deux pays. Conclusion, zone grise, situation à risque. Il peut être considéré comme résident français car il y passe plus de 6 mois. Mais il risque une requalification par la DGI marocaine si la villa à Agadir est considérée comme sa résidence principale. Cette situation nécessite une clarification fiscale formelle et une documentation solide. C'est un cas typique où la consultation d'un fiscaliste est absolument indispensable pour sécuriser son statut. Et maintenant, le chiffre qui fait peur. Vous commencez à comprendre les enjeux? Alors parlons maintenant du coût réel de l'erreur. L'erreur de qualification fiscale coûte toujours plus cher que l'anticipation. Voici ce qui vous attend en cas de requalification par la DGI. Premièrement, le rappel d'impôt sur plusieurs années en arrière. Vous devrez payer tous les impôts que vous auriez dû payer si vous aviez été correctement déclaré comme résident. Deuxièmement, une assiette élargie sur vos revenus mondiaux. Tous vos revenus, où qu'ils soient générés, deviennent imposables au Maroc. Troisièmement, les pénalités de retard, qui peuvent atteindre jusqu'à 200% du montant dû. Oui, vous avez bien entendu, le double de l'impôt initial. Quatrièmement, si la DGI estime que vous saviez, il y a un risque de majoration pour mauvaise foi. C'est la cerise empoisonnée sur le gâteau. Un exemple concret, si vous deviez 100 000 dirhams d'impôt sur 3 ans, vous pourriez vous retrouver à payer 300 000 dirhams ou plus avec les pénalités. C'est pour cette raison qu'il faut agir maintenant. Alors, que devez-vous faire pour éviter ce cauchemar fiscal? Voici les 4 actions concrètes. Première action, analysez les faits. Oubliez vos souhaits et regardez votre vie réelle. Où est votre famille? Où sont vos biens? Où passez-vous réellement votre temps? Deuxième action, le test familial. Si votre famille est au Maroc, vous êtes probablement résident fiscal marocain. C'est le test le plus simple et le plus fiable. Troisième action, documentez tout. Gardez des preuves précises de vos séjours, de vos centres d'intérêt, de vos activités. En cas de contrôle, vous aurez besoin de justificatifs solides. Quatrième action, consultez un fiscaliste. En cas de doute, surtout si vous êtes en zone grise, un fiscaliste spécialisé est indispensable. C'est un investissement qui peut vous faire économiser des centaines de milliers de dirhams. Message final. La résidence fiscale n'est pas une opinion personnelle, c'est une réalité juridique. Ne devinez jamais, vérifiez toujours. Si cette vidéo vous a été utile, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu fiscal pratique.